Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut. Il est sans doute l'un des plus grands spécialistes de la question des phénomènes paranormaux au XXe siècle. Thomas Hugues, Le gendarme Émile Tizanet est pourtant inconnu du grand public. Sidonie Bonnec, Ses archives ont été retrouvées puis compilées par le philosophe et historien Philippe Baudouin. La curiosité est un vilain défaut. Des livres, mais aussi un précieux CD-ROM contenant rapports, photographies, manuscrits, enquêtes accumulées en près de 50 ans. Les curieux sont sur RTL. Le paranormal, c'est un thème que l'on aborde régulièrement dans la curiosité sur RTL avec une difficulté, Sidonie, on se dit toujours comment faire confiance à ceux qui nous racontent ces histoires de déplacement d'objets, d'incendies spontanés, de maisons hantées. Parfois on est convaincu, parfois non. Voilà, et là ce qui est passionnant avec l'histoire qu'on va vous raconter, c'est qu'il y a un regard rationnel, professionnel sur ces phénomènes, le regard d'un gendarme. Philippe Baudouin, vous êtes auteur, réalisateur, vous n'êtes pas gendarme, mais en revanche vous êtes passionné pour l'histoire de ce gendarme pas comme les autres. On va le présenter. Il s'appelait donc Émile Tizanet. Où et quand a-t-il vécu ? Donc c'est un fils de gendarme, il faut le savoir, qui est né en 1901 dans la région de Constantine lorsque l'Algérie était encore française, mort en 1982 et qui a fait ses armes justement en Afrique du Nord. Il s'est engagé volontairement dans l'armée chez les Spahis, ces membres de l'armée française en Afrique du Nord à l'époque. Et puis il a eu une carrière de gendarme un peu de manière résignée puisqu'il a été victime d'une chute à cheval. Il rêvait d'être cavalier et puis ce souhait ne s'est jamais exaucé. Et donc, bon an, mal an, il est devenu gendarme, officier de gendarmerie. Dans différentes régions ? Dans différentes régions. Il a pas mal bourlingué, en fait, en France. Et il a eu de premières expériences paranormales, en tout cas, en Isère, au début des années 30. Et ça l'a poursuivi jusqu'à la fin de sa carrière dans les années 50. Et il l'a en tout cas continuer ses enquêtes jusqu'à sa mort, jusqu'en 1982. Et c'était un obsédé, si j'ose dire, des archives. Il a accumulé des pièces à conviction assez impressionnantes. C'est un véritable boulimique en matière d'archives, extrêmement scrupuleux. Il y a presque une forme de psychorigidité aussi chez lui à l'œuvre dans cette accumulation, cette volonté de thésauriser un petit peu tout ce qui concerne les maisons hantées. Il a consacré une grande partie, pour ne pas dire toute sa vie, à ces questions-là. Près de 300 dossiers sur des affaires de maisons hantées collectés de manière privée. On insistera certainement ensemble là-dessus un peu par la suite, mais c'est des enquêtes officieuses qui lui ont permis d'accumuler 300 dossiers sur des affaires de maisons hantées. Ce qui est passionnant pour nous, Philippe Baudouin, c'est que vous avez retrouvé ces notes, ces documents. Vous nous expliquerez comment d'ailleurs tout à l'heure. Mais d'abord, on va raconter une première histoire. On est en novembre 1943 et des habitants d'une commune des Deux-Sèvres l'appellent au secours. Que leur arrive-t-il ? Oui, alors à ce moment-là, la France est occupée, bien évidemment. Tizanet est responsable d'une section à Melle, une petite ville des Deux-Sèvres. Et on sait déjà à cette époque, en 43, depuis 1930, le nom de Tizanet est à peu près sur toutes les lèvres. Il faut le dire, il est à la fois la risée de son corps d'appartenance, de la gendarmerie nationale, et en même temps, il est respecté parce qu'il reçoit énormément de courriers, d'appels au secours. Et là, c'est ce qui se produit. C'est-à-dire qu'on l'appelle, il est au courant que dans une petite commune, à Frontenay-Rohan-Rohan, se sont déroulés des phénomènes assez mystérieux de déplacement d'objets. Il obtient l'autorisation de sa hiérarchie pour s'y rendre. C'est la seule et unique fois de sa carrière où officiellement il a l'accord pour enquêter à titre privé. Il se rend sur place avec ses supérieurs d'ailleurs et il dort sur place. Et là, non seulement on lui raconte, il dessine tout ça dans des croquis qu'on reproduit dans le livre. Je vais citer le titre de votre livre, Les forces de l'ordre invisible, c'est publié aux éditions Le Murmure. Exactement, et on voit ces croquis, on a donné à voir avec l'éditeur et le talent de notre graphiste Inmela, tous ces croquis-là, où on voit effectivement ces déplacements d'objets, ces bruits inexpliqués, par exemple cette promenade du manteau qu'évoquent les habitants de la maison lorsque Tizanet arrive sur place. C'est-à-dire qu'ils ont vu quoi, un manteau se déplacer ? Oui, exactement. Se promener mais sans personne dedans. Exactement, de manière sans cause apparente, des objets se déplacent, des bruits un peu étranges sont entendus par les membres de cette famille. Il s'agit précisément de deux grands-parents qui gardent leur petite fille, Ginette. Alors ça c'est important, on en reparlera de la petite fille. Tizanet, le gendarme Tizanet décide de dormir
Sur place, à quoi assiste-t-il ? Alors, il assiste déjà à la disparition inexpliquée de ses gants et de sa cravache. C'est quand même un peu embêtant pour un officier, pour un gendarme, qui plus est, qui prend des risques à justement se frotter un petit peu à l'occulte, puisque c'est ce dont on parle. Mais surtout, il recueille dans un premier temps les témoignages des habitants, donc ceux dont je vous parlais. Ouais. Le grand-père explique qu'il a vu un poêle à charbon de plusieurs dizaines de kilos se déplacer puis tomber. Mais surtout, il va mettre en transe cette gamine pour obtenir des réponses. Parce que Tisanet pratique le spiritisme depuis sa jeunesse, il pratique également le magnétisme, la radiesthésie, l'hypnose, mais il connaît les techniques spirites. Et il sait, en tout cas il est persuadé, qu'elles peuvent devenir, y compris pour un gendarme, des outils précieux dans l'enquête. Même le week-end, la curiosité est un vilain défaut. RTL. La curiosité est un vilain défaut. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues. Un gendarme sur les traces de la hantise, c'est le thème de notre curiosité, le titre du livre de notre invité Philippe Baudouin. Alors ce gendarme, il s'appelle Émile Tisanet, il est mort en 1982 et il a pendant sa carrière enquêté sur des centaines de phénomènes paranormaux, notamment des maisons hantées. C'était quoi pour lui la hantise ? Alors, il développe un concept de petite hantise, tout simplement parce que, comme je le disais tout à l'heure, il ne croit pas aux fantômes de mort, mais aux fantômes de vivants. C'est relativement simple pour lui, presque caricatural, c'est-à-dire que la grande hantise, c'est le manoir hanté. C'est le fantôme, le drap blanc, le boulet qui le poursuit, etc. Et la petite hantise, c'est vraiment ce qu'il y a de plus franchouillard, presque, on pourrait dire. Ouais. Ce sont les poltergeists, ce qu'on appelle les esprits frappeurs. Et ça, c'est vraiment propre à la France, selon lui, encore une fois. La petite hantise, ce sont les déplacements d'objets inexpliqués, les bruits un petit peu bizarres qu'on entend, mais également les grêles de pierre, les grêles de projectiles, et puis les incendies spontanés. Mais qui ne sont pas dus à des gens morts, mais des gens vivants. C'est ce que tente d'expliquer Tisanet. Il dit qu'il remarque en tout cas que la plupart du temps, dans ces maisons, on trouve des adolescents, des adolescentes. D'ailleurs, il insiste bien sur le caractère féminin de ces agents mystérieux qui sont des agents, des vecteurs. C'est-à-dire que pas responsables, mais ils permettent vecteurs involontaires, quoi. Voilà, manipulables de ce que lui appelle l'hôte invisible. L'hôte invisible, c'est un esprit malveillant qui utilise une personne dans la maison, pour le dire simplement, en l'occurrence une adolescente, qui, de par une énergie un peu spéciale, spécifique, proche de l'énergie sexuelle, va parasiter la maison et déclencher des phénomènes, bien inconsciemment et de manière irresponsable. Et c'est ça la raison pour laquelle, encore une fois, Tisanet, la plupart du temps, va plaider pour les responsabilités juridiques et pénales de ces adolescents qu'il va régulièrement retrouver au centre de ces affaires de maison hantée. Oui, alors c'est ce qui est intéressant, Philippe Baudouin, c'est qu'il regarde tout ça avec son expérience de gendarme et avec une grille de lecture, qui est une grille d'enquête. Les outils du gendarme. Les outils du gendarme, quoi. Oui, c'est très sérieux ce qu'il fait. C'est très sérieux et en même temps, ça donne lieu à des méthodes assez paradoxales, assez ambivalentes d'enquête, puisqu'il utilise les outils d'enquête judiciaire, la photographie, la prise de notes, le témoignage, etc. Toutes les techniques de ce qu'on appelle l'anthropométrie judiciaire. Et en même temps, il a recours aux outils du spiritisme. Mais il peut avoir des méthodes sérieuses, Émile Tisanet, et des conclusions farfelues. Ça, c'est pas exclu non plus. Et c'est le cas en partie dans ses ouvrages, parce qu'il y a une part de naïveté sur laquelle on peut également insister, une crédulité aussi à l'œuvre. Il y a une fascination pour l'invisible chez Tisanet, depuis sa jeunesse. Voilà, qui date de sa jeunesse. C'est ce que je voulais qu'on raconte. Au lycée, il pratique déjà des expériences magnétiques, c'est ça ? Oui, c'est ça. Il s'intéresse beaucoup à la télépathie. Dès l'âge de 18 ans, il essaie des petites expériences comme ça avec ses camarades. Il pratique l'hypnose aussi. Il va utiliser cela sur des petits animaux, mais également sur quelques membres de sa famille. Et puis très vite, il va s'intéresser au spiritisme. Il fait tourner les tables. Avec sa future femme, effectivement, dans la maison familiale. Et il va même parvenir, d'après ce qu'il raconte, à contacter un camarade de régiment défunt. Mais donc, ça veut dire qu'il croit quand même aux esprits. Vous dites qu'il ne croit pas aux fantômes quand il intervient dans une maison hantée ou infestée, puisque c'est l'un de ces termes. Il croit aux esprits pour ce genre de communication, avec le Ouija, avec la planchette, avec l'écriture automatique, mais il est persuadé que les parasites qui se manifestent dans les maisons hantées, la plupart du temps, ne sont pas des fantômes de mort. Le Ouija, c'est quoi le Ouija ? Le Ouija, c'est une planchette qu'utilisent les planchettes de bois, la plupart du temps, qu'utilisent les spirites, depuis que le spiritisme existe depuis le milieu du 19e siècle, et qui sert à désigner avec ce qu'on appelle une goutte, un curseur, des lettres et des chiffres, et à
reconstituer des messages, soi-disant venus de l'au-delà. Donc il connaît ces techniques-là, en fait, Tisanet, et il les utilise, y compris dans ses enquêtes et ses expériences qu'il pratique depuis sa jeunesse. Philippe Baudouin, vous racontez cette histoire dans un livre, Les forces de l'ordre invisible, aux éditions Le Murmure, et vous racontez notamment les premières publications d'Émile Tisanet qui vont agacer sa hiérarchie gendarmique. Il est sanctionné. Oui, c'est quelque chose d'ailleurs qui a intéressé énormément Dominique Khalifa, que vous avez reçu ici il y a quelques temps, qui est historien et qui nous a fait le plaisir de préfacer l'ouvrage. Il devient, oui, effectivement, un petit peu une bête noire pour sa hiérarchie, puisque dès 1937, c'est-à-dire à peine 7-8 ans après son entrée dans la gendarmerie, il va soumettre un rapport à ses supérieurs, en expliquant qu'il faut absolument former ses camarades à la question des phénomènes occultes. Et ses camarades, comme lui d'ailleurs, ne sont pas véritablement armés de par leur formation militaire à être confrontés à ces phénomènes, et il faut les sensibiliser. Et très vite, on va lui faire comprendre que non, c'est pas du tout le cas, qu'il faut absolument qu'il se reconcentre sur son travail quotidien, et que la gendarmerie nationale n'a pas vocation à enquêter sur les phénomènes de maisons hantées. La curiosité est un vilain défaut. Nous nous trouvons en présence de faits qui appartiennent à un domaine de l'invisible qu'il faut fouiller. Thomas Hugues, Sidonie Bonnec. Les gendarmes interviennent dans ces manifestations et cherchent un auteur humain responsable alors qu'il n'y a pas d'humain responsable. Si votre défaut, c'est la curiosité, De nombreux cas de petites hantises se sont traduits par des incendies qui sont nés de façon subjective parce que le sujet a été amené à causer de ses propres mains l'incendie que l'autre inconnu ne pouvait pas produire lui-même. alors vous êtes bien sur RTL. Cette voix que vous découvrez sur RTL, c'est celle d'Émile Tisanet, un gendarme hors norme. Il s'était spécialisé dans les affaires paranormales et notre invité, l'écrivain et historien Philippe Baudouin, a reconstitué le parcours de cet homme pour un livre publié aux éditions Le Murmure. L'une de vos premières démarches, Philippe Baudouin, ça a été de vous rendre à l'Institut métapsychique. C'est quoi et de quel ministère dépend cet institut ? C'est un organisme assez singulier qui existe depuis 1913, qui est reconnu fondation d'utilité publique depuis ce temps-là et qui est sous la tutelle du ministère de l'Intérieur, qui le contrôle régulièrement d'un point de vue budgétaire, etc., etc. On y trouve quoi dans cet institut ? Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que cet institut a été créé sous le haut patronage de grandes figures comme Bergson, prix Nobel de littérature, qui s'est vraiment intéressé à la psychologie expérimentale notamment, et à ce qu'on appelait à l'époque encore les phénomènes psychiques, notamment la communication avec l'au-delà, la télépathie, etc. Et on trouve une énorme bibliothèque de près de 6000 ouvrages, extrêmement bien classés. Une sorte de cabinet de curiosité entièrement consacré à tous ces phénomènes-là, une littérature complètement débordante, et une étagère entièrement dédié au phénomène de maison hantée. Et j'ai découvert à cette occasion les ouvrages de Tisanet. Il a fait paraître à peu près 7-8 bouquins sur ces questions, un sur les apparitions de la Vierge d'ailleurs, en passant. Ouais. Et entre ces livres se trouvait un CD-ROM qui contenait une petite partie de ses archives qui avait été numérisée par son fils aîné, Guy Tisanet, avec qui on a travaillé. Et oui, parce que vous avez fait la démarche ensuite d'aller contacter de remonter la source, jusqu'à la source. La famille, les descendants d'Émile Tisanet, pour exploiter toutes ces archives, parce qu'on l'a expliqué tout à l'heure, pour ceux qui nous rejoignent, il avait une frénésie d'archivage, il accumulait, il archivait. Compulsive. Il archivait tout, on peut parler effectivement de compulsivité. Mais ça le coupait du monde, ça veut dire qu'il était à ce point obsédé par ses recherches qu'il se coupait peut-être même presque de sa famille ? En tout cas, ça lui demandait énormément d'énergie et de temps pour se concentrer, puisqu'il faisait ça, on l'a dit, je crois, de manière extrêmement méthodique et précise. Et ces dossiers sont restés dans ce petit chalet familial, dans les Alpes, entassés sous quelques centimètres de poussière, dans une cave que j'ai pu explorer, exploiter. Et on les donne à voir à travers une centaine de reproductions iconographiques dans le livre. Et ces archives, justement, sont constituées de tous ces dossiers. Ça devait pas être si facile d'être le fils ou un enfant d'Émile Tisanet. Il note dans ses archives une relation entre ses enquêtes et le sommeil de ses enfants. Oui, tant et si bien qu'il se pose la question concrètement un jour de pourquoi pas brûler tout cela, pour mettre un terme finalement à cette frénésie, à ce rythme assez insoutenable d'accumuler. Oui, il considérait ces archives comme maudites.
Il le disait très clairement à ses confidents, à ses correspondants. Et il a observé, son épouse d'ailleurs a observé non seulement des insomnies chez ses enfants à l'époque, en bas âge, et puis même le berceau. D'après ce que racontait sa femme à l'époque, se serait déplacé de manière un peu étrange, aurait fait quelques mètres. Voilà, comme si les poltergeists se vengeaient contre l'enquêteur Émile Tizanet. Comme si les esprits frappeurs qu'il croisait durant ses enquêtes venaient contaminer sa vie personnelle. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'il y a une vidéo que l'on trouve sur le site de l'INA où on le voit interviewer et on lui pose la question frontalement. On lui dit « Mais vous, votre maison n'a jamais été hantée ?» Et on voit une sorte de malaise comme ça chez lui, un petit rictus apparaître et qui, je pense, trahit ce qu'il a vécu. Et alors, avec cet appareil photo, Émile Tizanet a tenté de photographier Simonus. Qui est Simonus ? Alors là, on se trouve à la fin de la vie de Tizanet. C'est un petit peu le moment où tout bascule pour lui, puisqu'il rencontre une femme qui se prétend médium. Il est très intrigué par cette femme, Rolande. On est dans le sud-ouest, il est à la retraite, du côté de Montpellier, depuis un bout de temps. Et puis cette femme lui dit, écoutez, rencontrez-moi, prenez le temps. Je suis capable de tordre des fourchettes à volonté. C'est la grande mode à l'époque. C'est l'époque de Uri Geller, vous savez, avec cette expérience à la télévision où il arrêtait des montres et il parvenait soi-disant à tordre des fourchettes, même si tout cela a été démontré comme de pures escroqueries, des fraudes patentes à l'époque. Donc il va voir cette Rolande. Il la rencontre, et puis de fil en aiguille, elle explique qu'elle peut communiquer avec d'autres entités. Et notamment un certain Simonus. Alors non seulement il va assister à des séances d'hypnose où effectivement elle va donner la voix à ce Simonus, mais très rapidement, il va recevoir des coups de fil. Et son carnet, qu'on reproduit à la fin de l'ouvrage, témoigne de la fréquence extrêmement importante de ces coups de fil avec ce Simonus qui se présente à lui comme une entité extraterrestre. Alors on va écouter justement ce Simonus qui parle par la bouche de Rolande. Que pensez-vous du contact qu'aurait eu un certain Claude Vorillon, dit Raël, le 13 décembre 1973, dans le cratère d'un volcan d'Auvergne, avec un Éloa? Cela est possible, cela est vrai. Cela est possible, cela est vrai. Bien. On arrive au terme malheureusement de cette interview, il faut conclure. Il a été berné, c'est ce que vous pensez, vous ? Il avait perdu son recul de gendarme au moment de cette affaire ? C'est une interprétation possible à laquelle j'adhère en partie. Merci beaucoup, merci Philippe Baudouin. On conseille à nos auditeurs la lecture de votre livre qui est vraiment très riche. Il y a des documents, des facsimilés, des photos. Encore une fois, l'iconographie est superbe. C'est publié aux éditions Le Murmure, Les forces de l'ordre invisible. Merci. Merci. C'est la fin de cette curiosité du week-end. On se retrouve demain à 14h. On vous racontera l'histoire de l'habitat des humains. Vous allez voir, c'est absolument passionnant. Et puis ça vient de loin quand même. Depuis les grottes de la préhistoire, c'est ça. Mais on avait chaud quand même à l'époque. Et on fera plus ample connaissance avec la Pompadour. Mais avant de se quitter, comme chaque week-end, on joue sur RTL. On vous invite au musée des Confluences à Lyon pour visiter la magnifique exposition Vénénum, un monde empoisonné. 2 invitations à gagner ainsi que le catalogue de l'expo en répondant à cette question. Quel petit animal fournit aux Indiens d'Amazonie un poison puissant dont ils badigeonnent le bout de leurs flèches pour chasser ? Vous avez la réponse ? Non ? Alors il faut podcaster l'émission, c'est pas compliqué. C'était l'émission du 12 juin dernier consacrée au poison. La réponse, vous l'envoyez à lacuriosité@rtl.fr. Un gagnant sera tiré au sort lundi. Bonne chance à tous. Bonne chance à vous. Après les infos, vous retrouvez Éric Jean-Jean et son grand studio. Il reçoit entre autres Claudio Capéo. Il y aura les jours avec et les jours sans. Les amis qui retourneront leur veste en un rien de temps. Bon après-midi les curieux et à demain. RTL.